Donc, c'est Julie de la Sablière qui nous dira pourquoi. Salut Julie, pourquoi elle a besoin de vacances. Année compliquée, donc entrepreneuse, fondatrice de Little Wing. Jérôme Dédéian, salut Jérôme, entrepreneur, mon partenaire patrimoine, et Clément Henrat, qui est lui en vacances depuis un petit moment, prof de fac, prof d'éco à Sciences Po et à la Sorbonne. C'est ça, hein, Clément. On démarre. Alors juste avant de peut-être, enfin. Réfléchissez si vous avez un petit commentaire à faire sur l'intervention de Macron hier, mais c'est vrai que depuis le début de la semaine, ça a été mon dada de la semaine, l'histoire belge. Et donc, pour finir le dernier débat de la semaine, j'ai été rechercher en fait un article écrit par Jean-Charles Simon. Alors, à l'époque, il était économiste pour le réassureur Score, il vient nous voir régulièrement. Écrit en 2011, donc sur la Belgique. Donc à ce moment-là, ça faisait plus de 5 ans en fait que la Belgique était sans majorité. Elle était en fait dans la situation dans laquelle on est là aujourd'hui. Et on est au milieu d'une période qui finalement allait durer 541 jours, où il n'y avait même carrément pas de gouvernement. C'est-à-dire, il y avait des fonctions régaliennes qui continuaient à opérer, mais il n'y avait pas à proprement parler de gouvernement. Et donc, Jean-Charles, à ce moment-là, dit on peut commencer à regarder un certain nombre de statistiques, puisque c'est une période 2007-2011. Et donc, dit-il, depuis 2007, les indicateurs les plus conjoncturels, comme par exemple la confiance des consommateurs ou celle des chefs d'entreprise, a priori beaucoup plus sensibles au contexte politique que des indicateurs de production, c'est vrai, évoluent exactement de la même façon en Belgique que dans l'ensemble de la zone euro, avec plutôt moins d'à-coups qu'avant 2007. Et depuis 7 mois, donc on est en 2011, hein, on est quand même, souvenons-nous-en, dans une situation un peu complexe et un peu chahutée pour la zone euro. Et depuis 7 mois, pas la moindre trace de décrochage de la confiance des Belges sur leur situation économique par rapport à ce qui est observé dans les pays qui les entourent. La conclusion, écrit Jean-Charles, semble s'imposer. Le gouvernement belge démontre par son absence qu'il ne sert à rien. J'adore ça. Ah, j'étais sûr, mais toi, t'adores ça. J'adore. L'angle est assez simple. La croissance, elle est liée à la confiance, parce qu'elle est liée à l'investissement et au fait que les gens font des projets. Et pour faire des projets, il faut avoir un environnement stable. Voilà. Et donc, plus c'est stable, même si c'est merdique, si vous me passez l'expression. Non, mais je comprends tout à fait. Plus les entrepreneurs investissent, plus ils voient sur le long terme, plus ils s'engagent, etc. Et donc, il y a un lien direct entre la stabilité réglementaire et le niveau d'investissement et la confiance des entrepreneurs. C'est mécanique, je l'ai constaté en tant qu'entrepreneur tout au long de ma vie, je le constate chez mes clients. Sauf que Jérôme, je vais parler comme Clément, cette stabilité, tu la constates ex post. C'est comme ça qu'on dit, hein, Clément. C'est-à-dire qu'au moment où tu la vis, tu ne sais pas que tu vas être dans une situation stable parce qu'il ne va pas y avoir de gouvernement. Qu'il n'y aura pas de réforme. Oui, tu peux estimer qu'il n'y a pas de réforme. Alors, je vais te donner deux exemples. Les États-Unis, où le système avec élection de mid-term fait que souvent on a un Sénat, tu vois, on a décalage, et donc il ne se passe plus rien. On a un président empêché, ben, ouais, absolument. Quand on regarde la longue histoire économique des États-Unis, je ne suis pas macroéconomiste, mais en fait, souvent, les périodes où c'est figé, parce qu'ils se regardent en chien de faïence, avec deux camps politiques qui se neutralisent, sont souvent les périodes où ça va le mieux pour l'économie américaine. Et il y a un autre exemple dans l'histoire récente, qui est le gouvernement Cameron en Angleterre, où Cameron, quand il arrive, il dit « On a une réglementation qui n'est pas parfaite pour nos petites entreprises et nos moyennes entreprises, mais je m'engage à ne pas y toucher. Ouais. » Voilà. Et à ce moment-là, l'investissement des PME est reparti, et il y a eu une espèce de petit âge d'or du tissu économique, entrepreneurial. C'est une vidéo que j'ai fait tourner en boucle, et donc Cameron arrive dans une petite PMI industrielle, il se met devant la caméra, et il dit « What I will do for small businesses is get out of your way. Keep doing the great job. » Et il s'en va. Voilà, c'est exactement ça. Il a tenu sa promesse. Il a tenu sa promesse. Voilà. Bon, il a fait une autre connerie après, mais sinon, il a tenu sa promesse. Clément, ça a été... il y a des études académiques sur l'absence de gouvernement et leurs effets sur l'économie. Alors, à ma connaissance, il y a vraiment l'économie des institutions qui s'y intéresse, quelques travaux en économie institutionnelle, mais qui en fait sont très portés plutôt sur les pays en développement. À ma connaissance, il y a très peu de travaux sur les pays développés, parce que soit c'est très rare. Qui est, voilà, c'est pas si fréquent que ça, ou alors comme c'est la norme aux États-Unis, on se pose peut-être pas la même question que chez nous en France, où ça paraît extraordinaire qu'il y ait cette situation. Par contre, effectivement, rien ne dit que les entrepreneurs et plus généralement l'ensemble des acteurs de l'économie finalement n'interprètent pas ça de manière positive, parce que notre constitution est quand même bien faite. Il n'y a pas d'instabilité généralisée.
quelque part, on n'est pas quand même dans un système totalement parlementaire, ça reste un système semi-présidentiel. Et tu parlais à l'instant de l'allocution d'Emmanuel Macron, je crois que c'est très clair. On voit bien que Emmanuel Macron n'a pas choisi de rentrer dans une logique purement parlementaire. On parle parfois d'un ultimatum qui a été lancé aux oppositions. À vrai dire, on n'est pas si loin que ça de la majorité. Moi, je suis assez surpris du chiffre de 289 qui circule tout le temps, parce qu'il n'y a presque aucun texte qui a besoin de 289 voix. Entre les absents et l'abstention, en réalité, les plus gros textes, c'est plutôt 270, 275... 280, c'est même, voilà, par exemple, je sais pas, le mariage pour tous, c'était vraiment un très gros texte, 279, mais oui, mais ils en ça, sont pas très loin. Oui, mais ça, Clément, c'est parce que tu es dans une situation où, de toute façon, les oppositions savent qu'elles ne pourront pas empêcher le texte. Donc, tu affaiblis la mobilisation. Là, tu vas être quand même dans une situation où chacun sait que sa voix compte. Je pense que le travail parlementaire va être beaucoup, beaucoup plus actif quand même. Hein. Mais il sera beaucoup plus actif, ça c'est sûr, que dans une situation où il y aurait une majorité. Par contre, j'écoutais hier, apparemment, il y aurait déjà une dizaine de députés qui seraient convaincus pour rejoindre les 245 députés ensemble. Entre 255 et 270, 75, 80, à mon avis, ce sera peut-être plus facile que ce qu'on croit. Et ça explique peut-être aussi la déclaration d'Olivier Véran. Nous allons construire assez rapidement une majorité absolue. Bon, c'est assez clair comme déclaration, et même si ça peut paraître un peu optimiste comme ça. Ouais, Julie, comment tu vois ça? La déclaration d'hier, je trouve, on attendait un discours de la méthode et on a eu effectivement un ultimatum aux oppositions. Moi, ce qui m'étonne, c'est bon, t'as vu un ultimatum, toi? Oui, les 48 heures, clairement. Enfin, et effectivement, je trouve que le grand absent, quand même, de son discours, c'est sa majorité présidentielle. C'est-à-dire que ce qui manquait, je trouve, c'est quel mandat il donne à sa majorité présidentielle pour aller négocier. Là, c'est effectivement, mettez-nous vos propositions sur la table. Je trouve qu'il prend un risque de se positionner encore dans un régime purement présidentiel, là où, et les institutions de la 5e d'ailleurs le prévoient, enfin, c'est pas du pur présidentiel, c'est un régime qui, selon la pratique du pouvoir... Ah non, c'est même du parlementaire, c'est un régime parlementaire. À la fin, c'est le Parlement qui décide. Jérôme, à la fin des fins, c'est le Parlement qui décide. Le président n'a qu'un pouvoir de dissolution qui a en plus été limité par... Et il me semble qu'il aurait été quand même plus habile de se positionner au-dessus des partis, d'acter le fait qu'il allait falloir faire des lois et gouverner différemment, mais de mandater sa majorité présidentielle pour aller négocier, plutôt que lui aller demander en 48 heures, ou est-ce que, parce qu'évidemment, il se prend une fin de non-recevoir. À la limite, les plus constructifs sont le Rassemblement national, qui eux ont tout à gagner, à montrer qu'ils sont un vrai parti de gouvernement et capable de faire des concessions et de se positionner comme des négociateurs. Ce qui est ubuesque comme situation. Mais lancer un ultimatum avec un flingue chargé à blanc, c'est quand même compliqué, quoi. Quand il dit, il sous-entend qu'il manque pas grand-chose d'ailleurs. Il n'a manqué qu'une trentaine de députés sur 570. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et mon programme est validé par l'élection, alors qu'évidemment... C'est un peu... Moi, j'ai été élu, et puis bon, vous avez choisi quand même une assemblée qui n'est pas totalement majoritaire de mon point de vue. Ils se débrouillent. Moi, j'ai été élu, et la tendance... mais bon, il reçoit les chefs de parti sans sa première ministre. Enfin, encore une fois, il expose directement le dernier jalon, qui est le jalon présidentiel, dans la négociation. Ça me chagrine presque un peu ce que vous êtes en train de me dire. Oui, parce ça veut dire qu'on n'aura pas... Ils sont en train d'essayer de flinguer notre espoir, mais comme il ne se passera rien, on va pouvoir entreprendre. L'absence de gouvernement, on l'a fait sur l'économie, certes, mais sur la fragmentation politique des sociétés, Cameron, Brexit, moi, tout ce que je vois, c'est... En Belgique, t'as ton taux d'IS à 25%, ça y est, c'est fait, c'est voté. T'évites la guerre civile d'une réforme de retraite, alors donc j'ai découvert depuis 2 jours que c'est même totalement incompréhensible en fait ce qu'il a fait, mais bon voilà, je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus. Globalement, tu as une banque centrale européenne qui fait que voilà, elle est là, elle a dit qu'elle était là, elle sera toujours là, on en redira un mot. Il va falloir qu'elle prouve le bon outil. Non mais le marin que tu es peut se mettre tranquillement au portant, voilà, on va pas non plus... trop border les voiles et on va naviguer tranquillement. C'est vrai que t'espérais ça. Ouais, alors, t'espérais ça. Alors, quand même, ce que je trouve intéressant, c'est que quand tu es Macron aujourd'hui, avec son gouvernement, et que tu utilises tout ce que la Constitution et la réglementation associée de la Ve République te permet de faire en dehors de la dissolution ultime, etc. Et notamment... tout le fait que tu maîtrises quand même pour l'essentiel l'ordre du jour des assemblées, donc c'est toi qui as la main sur ce qu'on met en discussion au Parlement, d'une part. Deuxièmement, tu as quand même des outils de type ordonnance, de type 49.3 qui te permettent de faire des choses et puis de discuter après. Pas le 49.3. Voilà. Tu ne peux pas utiliser le 49.3 dans cette situation. Hein. Là, tu es par terre. Au moins ordonnance. Ordonnance, oui. Tu fais des choses, d'accord, et tu discutes après. Et puis, il y a aussi le processus de co-construction
mis par Sarko à l'Assemblée, co-construction de la réglementation en amont entre le gouvernement et l'Assemblée. Et donc, toutes ces techniques-là devrait permettre normalement à l'exécutif, dans la situation qui s'ouvre, de dire « Ok, j'ai 5 ans, je ne peux pas tout faire, parce que ça va prendre du temps, ça va débattre, il y aura des amendements, de la guerre, il va falloir que je fasse des majorités ad hoc et tout, mais je me décide que je me concentre sur la réforme A, la réforme B, la réforme C, les trucs vraiment importants. Alors après, chacun met ce qu'il veut, on peut mettre l'hôpital, on peut mettre la sécurité des citoyens, on peut mettre la fin des impôts de production, deuxième couche, on peut mettre la réforme des retraites si on a envie pour ça donner fait partie, des gages. mais la fin des impôts de production avec la relance nucléaire, ça fait partie des 2 décisions où effectivement, tu as quand même besoin là, d'aller assez vite. Mais a priori, tu trouves une majorité pour faire ces 2 trucs-là. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'il faut tendre la main, et puis il faut essayer de se concentrer sur ce qui semble vraiment essentiel, mais ça veut dire que pour le reste, à part ces 3-4 gros trucs qu'il va décider de faire dans les 5 ans, on a une petite chance d'avoir une super stabilité, peut-être d'une réglementation merdique qu'on pourrait améliorer si on travaillait efficacement, mais c'est pas grave. Ouais. Et puis rien n'empêche, si vraiment parce que ça n'a pas l'air d'être quand même tellement son tempérament que d'attendre sans rien faire, que les parlementaires discutent, et qui plus est peut-être pas dans le sens exact de son programme, rien n'empêche de dissoudre une fois par an. Ça fait 5 dissolutions, c'est pas rien, mine de rien. Il peut dissoudre une fois par an ? Oui, il peut dissoudre une fois par an. En soi, c'est la seule. Mais non, mais c'est pas possible, Clément. On tombera à une abstention. Non, moi, ce qui me plaît bien, c'est l'idée d'une dissolution dans 2 ans et demi, voilà, et de rentrer dans un cycle de mid-term. Ça, c'est pas mal. Sauf que le prochain président élu dissoudra tout de suite si jamais l'Assemblée lui convient pas et il ira faire sauter les mid-terms. Mais parce que ça, c'est dommage. C'est dommage. Mais ça voudrait dire quand même, je me tourne vers toi Julie, parce que tu étais aux origines de toute cette aventure, ça voudrait dire quand même que le gars changerait radicalement. Je ne sais pas si tu peux changer. Tu vois, tout à coup, je ne sais plus où est-ce que j'ai lu Jupiter devient Héphaïstos, alors il faut il faut replonger dans la mythologie, mais la phrase est belle. J'y crois pas. De toute façon, il y a quand même 22 pays en Europe qui n'ont pas de majorité à leur Parlement et qui fonctionnent en coalition. Je pense que l'affaiblissement, ultime de l'affaiblissement des partis centre-droit, centre-gauche qui sont usés par les gouvernements, la montée des extrêmes fait que partout, il va falloir travailler un peu différemment. Je ne suis pas sûre que dans 5 ans, on n'ait pas une configuration qui reste malheureusement proche de celle-ci, c'est-à-dire des extrêmes qui sont assez hauts, une polarisation des opinions et une difficulté quand même à faire fonctionner. Donc, il va falloir qu'il fasse sa petite révolution culturelle. Ouais, voilà, c'est ça. Et la bataille de la com, parce que si jamais il veut dissoudre, ce sera vraiment en disant regardez, c'est vraiment le bazar à l'Assemblée, moi j'y peux rien, je fais tout pour avancer, les oppositions bloquent, donc donnez-moi une majorité à 30-40 députés près, c'est bon. Vous voyez, je pense qu'à mon avis. Ouais, mais ça, il peut pas le faire là dans l'immédiat. Non, bien sûr. Mais d'ici 1 an et demi ou 2 ans, comme tu dis, s'il arrive à gagner cette bataille, comme quoi les oppositions contraignent trop. D'une certaine manière, c'est aussi un enjeu pour l'opposition, justement, de pas, on voit bien, toutes les déclarations, de ne pas s'opposer de manière systématique, parce qu'à mon avis, les Français, fondamentalement, une bonne partie d'entre eux n'aiment pas justement cette idée de refus direct de blocage des institutions et de blocage. Ouais. Et on voit bien aussi, même des partis qui sont quand même pas les partis qui ont été élus pour trouver des accords avec le pouvoir, que ce soit le Rassemblement National ou NUPES, tous, du Parti communiste à Marine Le Pen, sont quand même au moins en face ça dans une démarche de construction, et je pense que cette bataille de la communication elle est ultra importante. Et tu sais, c'est marrant, je pense à un truc, c'est ce qui nous ramène quand même à notre vie d'entreprise, c'est que Julie, tu dois l'expérimenter toi aussi avec les grandes entreprises que tu accompagnes. Toutes les entreprises sont aujourd'hui dans l'intelligence collective et dans la co-construction. Là, j'ai assisté, animé à 2-3 grandes réunions de fonctions support, on va dire ça comme ça, et la grande phrase que j'adore, qui est Noël, c'est « plus personne n'est autoporteur ». Plus personne, même, j'en sais rien, on peut citer des grandes boîtes qui vraiment, tu penses, règnent sur leur secteur et peuvent imposer leurs normes à un certain nombre de fournisseurs, rang 1, rang 2, rang 3, et dire vous allez faire comme ça. Non, c'est fini. Plus personne n'est autoporteur. Personne n'a les solutions tout seul. Exactement. Plus personne n'a les solutions tout seul. Tout le monde a besoin d'aller chercher partout des solutions et de l'intelligence collective et des informations. Et donc, la politique se mette à la page de ce qui est en train de se passer dans les entreprises, c'est intéressant. Ouais. Intéressant. C'est vrai qu'en business, les réseaux d'alliances
et la capacité à sortir une offre co-construite avec plusieurs entreprises qui se mettent en consortium. Enfin, c'est le retour du consortium, mais ça se fait évidemment dans des conditions qui sont aujourd'hui quasiment des conditions informelles. Tu mets des équipes en tas. Mais tu vois même une boîte aussi puissante qu'Airbus, par exemple, qui vraiment tu pouvais imposer des cahiers des charges, eh ben, c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui. Parce que les solutions sont partout, parce que les réflexions sont partout. Non, c'est bien. Bon, on a fait le tour. Oui, juste un mot sur les retraites. Je ne sais pas si vous avez un mot à dire là-dessus, mais c'est vrai que les deux précédentes émissions, si ça vous intéresse, avec Emmanuel Grimaud et avec Jean-Hervé Lorenzi, donc avant-hier et hier, vous allez retrouver ça évidemment, alors soit en podcast, soit en replay. On a vraiment désossé le truc. J'avoue, je vais encore faire amende honorable, que je ne l'avais pas fait. Un peu... électeur de droite buté, tu vois. Ouais, il faut faire la réforme des retraites. Ouais, il faut. Et en fait, cette histoire de 64 ans et de 65 ans est purement, alors non seulement évidemment fondamentalement injuste, mais purement incompréhensible. En fait, pourquoi il a balancé ça, bon Dieu ? Pourquoi est-ce qu'on se met dans un corner pareil ? Mais c'est dingue. Alors qu'on a, je ne peux pas faire de technique, mais une réforme Touraine. Bon, on l'a faite pendant 2 jours, t'inquiète pas, on a voilà. Okay, nous emmène déjà ceux qui nous écoutent régulièrement, ça 64 ans, 64 ans et 9 mois. Elle marche toute seule. Ça, voilà. Tu peux l'accélérer un tout petit peu. Voilà, il suffirait de donner un petit coup d'accélérateur, mais c'est peut-être ça qui finira par faire raisonnablement. Un petit coup d'accélérateur sur la réforme Touraine en disant on va prendre 3 trimestres de plus pour tout le monde, puis 6 trimestres, puis 9 trimestres, puis peut-être 1 an en tout. Progressivement, de nouveau, de façon indolore, comme quand tu fais monter la marmite sous la grenouille, tu vois, fais chauffer l'eau de la truc, et puis, mais à la limite du tolérable, entre guillemets, et puis c'est parti. Mais bien sûr. Voilà. Oui, cette fascination pour l'âge légal de départ est un peu étonnante, parce que la vraie question, c'est le nombre de trimestres de cotisation. Et d'ailleurs, il y a même des propositions pour supprimer tout âge légal et ne définir que le nombre, ou le mettre très bas, et ne définir la retraite que par rapport au nombre de trimestres cotisés. Et avec les systèmes de décote ou de bonus, c'est en fait très facile de moduler quand même le pilotage. En fait, exactement. Et c'est surtout, Jean-Hervé là-dessus était incroyable, Jean-Hervé Lorenzi, mais il n'y a vraiment pas besoin d'en faire un drame national. On était en train de transformer en guerre civile, dit Jean-Hervé, un truc qui est technique, mécanique, qui peut se faire en douceur, c'est fou. Et en plus, la réforme qui avait été proposée était effectivement très technicienne, effectivement. La réforme par points qui était proposée, c'était la première, tu veux dire, portée par Édouard Philippe au début, et qui, sans le Covid, aurait peut-être été adoptée. C'était quand même assez avancé dans les négociations. Écoute, Jean-Hervé, donc c'était quand même compliqué de rentrer dans le détail, effectivement. On était incapable de dire aux Français la valeur d'achat, la valeur de sortie. Lui disait même, allez voir l'émission, donc il est titulaire de la chaire transition démographique, transition économique, donc vraiment, et il dit la vérité, c'est que plus personne, même les négociateurs, ne savaient ce qu'ils étaient en train de négocier sur la précédente réforme. Mais c'est vrai qu'il y avait ce slogan. Chaque euro cotisé donnera droit au même droit, auquel celui-là, tu dois renoncer effectivement. Ouais. Mais tu pourrais presque couper l'herbe sous le pied des démagos en disant vous voulez une retraite à 60 ans ? Ok, moi j'autorise le départ en retraite à 60 ans. On peut. Avec la décote. Mais évidemment, ce ne sera pas le même montant de pension. En revanche, le nombre de trimestres, on continue à le pousser un peu, on accélère. Rien ne dit d'ailleurs que ça ne permette pas d'inclure déjà les carrières longues, puisque mettre un âge légal puis un dispositif carrière longue, finalement, c'est quand même plus complexe que de mettre un âge légal plus bas. Et quand on commence à travailler à 25 ans, de toute façon, on n'a pas la de fait. C'était peut-être un totem pour le coup, et c'était peut-être aussi une manière de savoir qu'il allait pouvoir reculer là-dessus, parce qu'il a commencé très tôt à reculer là-dessus. C'est peut-être un moyen de lâcher du... La vérité, c'est qu'il ne l'avait pas anticipé, personne n'avait anticipé le réflexe vote utile. Il a voulu siphonner Pécresse avec ce truc, et c'est quand même une forme d'irresponsabilité. Enfin, moi, je trouve. C'est-à-dire agiter, tu sais très bien ce que tu agites, que tu ailles jouer à faire un petit peu de politique politicienne, ok. Oui, mais parce que l'électeur de droite qui n'a pas regardé le dossier, qui fait comme toi. Je sais bien, donc je sais bien. Mais c'est une forme d'irresponsabilité. Ça marche, mais tu te le prends après. Exactement. Il a un élément à mettre dans la négociation rapidement parce qu'il sait que c'est pas... Sauf que l'électeur de droite qui finalement après va regarder le dossier, fait, tu t'es foutu de moi mon gars. Non, je pense que ça laisse des traces. En fait, je sais pas. On peut jamais parier sur le fait que l'électeur est bête. L'électeur n'est pas bête. Et donc il y a une intelligence collective. Non, mais il y a une intelligence collective. C'est le sujet des marqueurs dans la vie politique. Le nombre de fois où on a débattu de sujets... Comme sur le RSA. Qu'est-ce que ce sera fait, le travail obligatoire avec le RSA, ça aussi, ça va être un truc... Ça, j'avais compris tout de suite que c'est une connerie, ça. Ça aussi, c'est vraiment un marqueur d'électeur de droite, mais celui-là, je ne sais pas pourquoi, j'avais lu des trucs là-dessus, et ça, j'avais compris que ça servait à rien. Clément, on disait d'un mot, taux, dette, inflation, Banque centrale européenne en alerte. Alors, j'aime beaucoup, parce qu'il y a quand même un côté... mélodrame. Moi, je pense western.
Tu vois, donc alors je vais vous la relire si vous n'étiez pas là, la phrase de Christine Lagarde, mais j'adore. Donc tu as d'abord l'allemande Isabelle Schnabel qui dit l'engagement de la BCE à prévenir la fragmentation de la zone euro ne connaît aucune limite. Et puis tu as Christine Lagarde, ce sera efficace, proportionné, quiconque. Tu as l'impression d'être dans un truc de Sergio Leone, tu sais. C'est ça. Donc ce sera efficace, proportionné. Quiconque douterait de cette détermination commettrait une grave erreur. C'est ça. Donc si tu paries, ça fait, tu sais, tu peux faire le trade du siècle contre la BCE, tu seras perdant. C'est ça le message qui est. C'est ça. Alors j'ai quand même un petit sujet là-dessus. C'est que, bien sûr, personne ne peut douter que la BCE est là, qu'elle sera là, etc. Mais il ne va pas falloir trop tarder à expliquer ce que c'est que l'outil anti-fragmentation. Parce que sinon, les marchés vont commencer à s'impatienter. Ouais. Voilà. Et pour le moment, cet outil, quand tu creuses un peu, il n'est pas si évident que ça, parce que tu as les outils qui existent déjà, mais ils ont un problème, c'est que normalement, ils sont assortis de mesures de redressement économique des pays qu'on aide parce qu'ils divergent. Donc si tu fais du rachat de dette ciblé sur les pays les plus endettés ou les plus vulnérables, sans discernement, c'est déjà pas dans la palette d'outils actuelle. Il faut quand même le faire accepter, tu vois, il faut le créer et le faire accepter. Jérôme. Voilà. Non mais je sais bien, je te connais. 10 ans après, Stéphane, je t'as te pas connais encore trop. compris qu'à un moment, Mais- tu sors le bazooka et tu dis vous allez tous fermer vos gueules. C'est qu'à la fin, c'est comme ça que ça se Mais passe, Stéphane, la en Banque plus, centrale. je te connais trop au moment où on a vécu la pandémie. Tu disais, mais vous inquiétez pas, pourquoi vous vous inquiétez? De toute façon, le stock de dette sera illimité, il sera racheté, etc., etc. Tout ça est vrai, modulo le fait que quand même, on a des institutions, techniquement, il faut le mettre en œuvre, et que ça peut secouer pas mal. Ça peut être un rodéo, si tu parles de western, je vais te parler de rodéo, ça peut être un joli rodéo avant qu'ils y arrivent. Et entre l'effet d'annonce aussi brutal que ça, whatever it takes, c'est le retour du whatever it takes dans la bouche de la BCE. C'est Total, vraiment ça. exactement. Et la réalité de l'outil qui calme les marchés, derrière la parole, il va quand même falloir passer à l'acte. Et ce passage à l'acte, moi je ne le vois pas à 48 heures. Non, Ça ils va ont donné prendre des rendez-vous en semaines. juillet. Ben voilà, Ils ont dit juillet. il ne faut pas se louper. Clément, un mot là-dessus? Effectivement, on est entré dans une ère où, depuis 2014, le fameux Whatever It Takes de Mario Draghi, on est dans une ère qu'on appelle dans la théorie économique de forward guidance, donc l'idée de guidage des anticipations des agents, des entreprises, des ménages et même des États. Et donc la bataille de la communication est plus essentielle que jamais. Et on est étrangement dans l'exact inverse. Vous connaissez la fameuse phrase de Greenspan du « si vous m'avez compris, c'est que je me suis mal exprimé ». Donc là, c'est exactement l'inverse. On cherche à être transparent, à rassurer les marchés, même si l'outil n'est pas encore déterminé. Sans vouloir être là aussi trop technique, le gros enjeu pour la Banque centrale, c'est d'éviter le cercle vicieux, risque souverain, risque bancaire, puisque dans les pays dont on peut supposer qu'il y a un risque de fragmentation, pays du sud de l'Europe, il y a un double risque souverain de dette publique et risque de faillite des banques, ou en tout cas vulnérabilité plus grande des banques par rapport aux grands établissements bancaires français, allemands, etc. Donc la BCE, il ne faut pas oublier qu'elle a les deux missions, la mission de stabilité financière dans le cadre de l'union bancaire, et là il y a pas mal d'outils qu'elle peut mobiliser, conformément d'ailleurs au traité, et elle peut utiliser et interpréter d'ailleurs l'union bancaire pour en fait vraiment limiter le risque bancaire. Bon, quant au risque souverain, effectivement, on a déjà contourné un peu indirectement la monétisation de la dette qui n'était pas autorisée. On a déjà aussi un peu contourné les règles qui supposent que quand on favorise un État par rapport à un autre, on crée de l'aléa moral. Enfin, évidemment, un État n'est pas incité à avoir des finances publiques saines. Je pense qu'effectivement, les banques centrales dans le monde entier savent interpréter les traités de manière suffisamment large pour qu'il n'y ait pas trop de barrières institutionnelles. Par contre, effectivement, quand Christine Lagarde parle de cet outil anti-fragmentation, moi, à titre personnel, je ne vois pas qu'est-ce qu'il pourrait vraiment inventer qui n'existe pas déjà sous une forme ou une autre. Ça peut être... juste tu remets en place l'outil, ça pourrait être le paquet Covid. C'est ça. Et puis tu vends du Boon et t'achètes du 10 ans italien. Voilà, donc normalement tu n'as pas le droit de faire ça, mais Oui, tu sais quoi, on va le faire quand même. Et voilà, au revoir. Tu vois, c'est ça à la fin. Alors sauf qu'il y a quand même un point de fuite ultime d'une opération comme celle-là, c'est qu'à un moment, cet aléa moral, il faudra le supprimer. Et si on dit, la première partie d'émission, quand il n'y a pas de gouvernement, tout se passe bien, il va falloir arrêter de vivre dans la fiction qu'un État est maître de ses finances publiques, et il va falloir mutualiser la dette au niveau européen si on veut que le système fonctionne et qu'on supprime cet aléa moral et qu'on devienne un truc avec monnaie unique, zone euro, monnaie unique, et politique budgétaire. Oui. Sachant que les Allemands ne voulaient pas de ça pour la même raison de l'aléa moral. Ils ne voulaient pas à l'époque. Mais bien sûr. Si on a la même dette publique que les Italiens, les Espagnols, etc., ils ont emprunté à un taux plus bas, ils vont pas être incités à faire des efforts sur leurs finances publiques. Nous, on est vertueux, pas eux. Donc il y avait déjà ce problème d'aléa moral, mais qui est. Il faut qu'on apprenne à dépenser moins et les Allemands à dépenser plus. C'est plus les mêmes Allemands. C'est plus les mêmes Allemands. Voilà, c'est plus les mêmes Allemands. Ils sont eux-mêmes confrontés à des problèmes profonds. Bien donc,
aussi. Et Julie, tu as remarqué, ça aussi c'est quand même très intéressant, dans le cadre un peu macro, la grève sectorielle en Grande-Bretagne. Oui. Parce que j'étais en Grande-Bretagne et du coup j'ai vu. Ah, c'est pour ça. Parce que tout à coup, elle me dit il faut parler de la grève des transports britanniques. Je dis, mais pourquoi? Et en fait, c'est très intéressant. 40 000 grévistes, donc plus grosse grève des transports depuis 30 ans. C'est ça, et la plus importante sectorielle en Grande-Bretagne depuis 89. Énorme, hein. Exactement. Et c'est énorme. Ils demandent effectivement des augmentations de salaire, évidemment, de 7 à 8 points. Je crois que c'est les réseaux qui sont publics en Angleterre et les opérateurs privés sont aussi en grève. Et globalement, ils sont en train de commencer à dire... les côtés opérateurs, ils annoncent 3 à 4% d'augmentation, mais en disant qu'il y aura des suppressions de postes. Parce qu'on ne pourra pas tuer l'inflation. Boris Johnson appelle à la modération salariale. Et là, les syndicats de l'école sont en train d'annoncer qu'ils vont se mettre en grève. On attend une inflation, je crois que qui sera plutôt au-dessus de 10 en Angleterre. Et la contagion, a priori, elle est probable, quoi. Voilà, c'est ça. D'autres une fois, c'est pas la France qui est en grève en premier. Oui, mais... Oui, très juste. Et du coup, ils vont se retrouver effectivement dans une situation où on sent que tout va... Et pour l'instant, donc, à Londres, dans Londres, effectivement, ça se sentait, parce qu'on disait qu'il y a 27% de piétons en moins dans Londres de circulation, etc. Tout le monde en télétravail, c'est là où le télétravail quand même change la donne, jusqu'au jour où je pense que tout ce qui est logistique se mettra en grève. Et là... On a un vrai sujet. Non, mais c'est le sujet social duquel on est, nous, un tout petit peu préservé. On le rappelle, on a, grâce au bouclier énergétique, une inflation qui est en moyenne 2 fois moins importante que dans les autres pays de la zone euro. Voilà. Mais ça peut secouer chez nous aussi. Et qui est prévu à la baisse l'an prochain, étrangement, même un retour à la normale dans certaines prévisions. Je te redonne la parole, mais parce que j'ai trop aimé ça. Jean-Hervé Lorenzi, encore hier, qui était très très bonne humeur. Et quand je lui demandais alors comment tu vois les choses et tout, il se penche vers le micro et fait... La vérité, on vous ressortira ça, d'ailleurs je l'enverrai sur les réseaux sociaux, c'est trop bon. La vérité, c'est que tous ceux qui font des prévisions sont des escrocs. On n'a pas le début du commencement d'une queue de cerise sur ce qui va se passer. Bien sûr. Bien sûr. Il donne du crédit à la phrase de Keynes. Si l'économie a été inventée, c'est pour donner du crédit aux météorologistes. Aux astrologues, il disait. Aux astrologues. Et on a une BCE qui monte les taux tout en sachant que c'est pas ça, c'est pas le sujet complètement. C'est plus un sujet de taux de change qu'un sujet de mais ça en fait partie. Un problème de current fashion, mais bien sûr, ça en fait partie. Voilà, on l'explique. À partir du moment où on est sur une crise d'énergie qui se paye en dollars, il faut essayer de maintenir le taux de change parce que sinon, le dollar nous coûte de plus en plus cher. La vraie question, c'est que s'il n'y a pas un ralentissement, un retour à la normale sur les prix des trucs qui font flamber le portefeuille des ménages, on a un risque de transmission de colère, quoi. Et clair. Et donc, les Anglais, souvent, ce qui traverse le Channel, c'est pas toujours des bons trucs. Ils nous ont envoyé leurs vaches folles. S'ils pouvaient éviter de nous envoyer leur grande grève, ça nous obligerait. Voilà. On sent le marin, tu sais, amoureux de la perfide Albion, là, voilà. Non, un mot, on va dire grand groupe agroalimentaire, je ne vais pas le citer quand même, mais grand groupe agroalimentaire producteur et distributeur, qui disait, franchement les amis, quand on regarde nous, nos coûts de production aujourd'hui en France, vous n'avez rien vu sur les répercussions qu'on va être obligé de faire. Je peux te donner un exemple, tu sais, ma boîte de confiture, excuse-moi, mais c'est toujours pareil. Bon, nous, on a inflation de fruits généralisée, alors parce qu'on augmente la qualité, mais on se prend un choc complètement dingue, il n'y a pas de main-d'œuvre pour cueillir, etc. 150% sur les contenus, donc verre, emballage, capsule, étiquette, etc. Tu prends 50% sur les fruits, et là, soit tu écrases tes marges, soit tu montes tes prix. Tu n'as vraiment pas le choix. Voilà. Et le moment d'écrasement des marges touche à sa fin, quoi. Exactement. Et il y a un moment où ton prix psychologique, tu te demandes si ça va pas faire baisser tes ventes. Quoi. Tout à fait. Et c'est là que Jean-Marc Daniel dirait il faut plus de concurrence pour faire baisser les prix. Ouais. Mais oui, enfin, je suis pas sûr là. Pas sur un produit ultra premium. Sur un produit ultra premium, ton sujet c'est de maintenir ta qualité, c'est pas de dégrader ta qualité pour produire moins cher. Trouver des gens pour ramasser dans les gens. Jean-Marc, mon héros, qui me disait quand même il y a 3-4 ans, l'inflation a disparu pour l'éternité. Aura-t-il raison? On saura. Je veux dire, à partir de quel moment est-ce qu'on dira que ça y est, elle est vraiment là et qu'elle. Bon allez, on marque une pause. On se retrouve dans un instant.